dans le revis de la Parashat Vaïra. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Hashem s'adresse à Moshe et Aaron en ces termes. Ki daber alechem paro les morts. Tenu lachem mofet. Vamarta el Aaron kachet matra vashlech lifne Pharo yil tanin. Lorsque Paro vous parlera en disant donnez-vous un signe, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Paro, qu'il devienne un serpent. Alors Tanin, c'est parfois traduit comme serpent, parfois comme crocodile. Il y a plusieurs termes encore possibles, j'ai vu dans le dictionnaire. Parfois c'est baleine, même chacal éventuellement. En général, on traduit ça par serpent. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle tanin, qui est un terme qui est aussi adapté pour le crocodile? Peut-être parce que Paro se prétendait le crocodile du Nil. Donc on est en train de s'adresser à travers ce serpent au crocodile du Nil. Vayavo Moshe va Aaron el Paro, vayasuchen kasher tiva Hashem, vayashlech Aaron et Mateu, lifne Pharo, lifne Avadav, vayil tanin. Moshe arrive ainsi qu'Aaron chez Paro, et ils ont agi de la sorte, ainsi que l'avait ordonné Hashem. Aaron jette son bâton devant Paro et ses serviteurs, et il devient un serpent. Vayikra gam Paro la chachamim la chashvim vayasu gam hem chartume mitzraim blatem ken. Moshe convoque également ses sages, ses sorciers, et eux également les chartumim, c'est les illusionnistes. C'est quelque chose comme la tehem, belaha tehem, ça veut dire c'est des choses qui brillent beaucoup et qui qu'en vérité n'ont pas une véritable réalité. Donc les illusionnistes de Paro agissent de la sorte. Vayashlichu ish mateu vayul taninim vayivla mate Aaron et matotam. Chacun jette son bâton, ils deviennent des serpents, et le bâton de Moshe avale les leurs. Vaychazek lev Paro velo shama alehem kasher diber Hashem. Et le cœur de Paro s'endurcit et il ne les écoute pas ainsi que l'avait annoncé Hashem. Bon, c'est un moment extrêmement important. On connaît tous ce prodige. Est-ce que vraiment c'est un bâton qui avait avalé des bâtons? Probablement non, c'est les bâtons d'origine des Égyptiens qui ont été avalés par le bâton de Moshe. Probablement, mais c'est pas une certitude d'après les commentateurs que j'ai vus. Alors il faut se rendre compte que ce moment est un moment qui est crucial, un moment extrêmement important, parce que c'est la première confrontation qu'il va y avoir entre le pouvoir de Paro et celui de Aaron. Et celui de Paro, pardon. Pardon? Voilà. C'est Aaron contre le bâton d'Hachem, quoi, qui est représenté par le bâton de Aaron. D'accord? Le bâton de Aaron qui va devenir serpent contre le bâton des mages de Paro qui va également, qui vont se transformer ou donner l'illusion de se transformer en serpent. Donc c'est un moment extrêmement important. D'ailleurs, Rashi explique dans le Pasuk Tet, c'est le Père Exaïn, Mofet, donnez-vous un prodige, Ot le Hodia chez Tzorer ou Tzroch, Bemi chez Sholach et Trem, c'est un signe qui va montrer la puissance, le pouvoir de celui qui vous envoie. Donc, Tenu lachem, Mofet, donnez-vous une carte de visite, montrez qui vous envoie. Cette histoire du bâton qui va devenir serpent d'Aaron, c'est le signe qui va être fourni par les Bnei Israël pour
montrer la puissance d'Hachem. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Mais juste la puissance d'Hachem, elle est loin de se résumer juste à ce. Pardon? La puissance d'Hachem, elle est loin de se mesurer à juste se transformer en serpent, en battant un serpent. Pourquoi il rentre Hachem dans la compétition? Il n'a même pas. Pourquoi il rentre dans la compétition? Oui, de le pouvoir de Aaron contre. C'est ça qu'il s'agissait. Tenou lachem mofet, donnez-vous un signe. Il y en a qui disent Tenou lachem, donnez pour vous. Moi, de toute façon, j'y crois pas. Hein. Alors, si vous voulez vous présenter, je vous laisse vous présenter. Donnez-le pour vous. Oui, donnez-le pour vous. Mais on pourrait dire, c'est simplement donnez-vous un signe, montrez de quoi vous êtes capable. Alors, en vérité, on peut s'étonner. Pourquoi est-ce qu'Hachem il choisit ce signe? C'est-à-dire que Hachem a un pouvoir tellement démesuré qu'il aurait pu très bien, je sais pas moi, faire une preuve devant le Nil que l'eau du Nil va se fendre, comme Kriyat Yamsouf. Ou Hachem pourrait arrêter le soleil. Enfin, il y a des choses extraordinaires qu'Hachem il va montrer. Et c'est un peu étonnant qu'il choisit ce signe du bâton qui va devenir le serpent. C'est d'autant plus extraordinaire que le Midrash déclare la chose suivante. Alors le Midrash... comment? Mais après, pour lui, transformer un bâton en serpent, c'est aussi facile qu'arrêter le soleil. C'est-à-dire, il n'a pas de... Oui, d'accord, mais si tu veux montrer ta carte de visite, montre une carte de visite où tu vois quelque chose de fantastique, les miracles qui vont rester pour la suite de l'histoire. Oui, Kriyat Yamsouf, ou Yoshua qui arrête le soleil, c'est beaucoup plus extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cela? C'est d'autant plus étonnant que le Midrash, c'est sur la paracha, c'est le chapitre tête, le Midrash Vav et Zayin. Vaikra Paro la Chachamim l'Chashfim. Paro convoque alors ses sages et ses sorciers. Beota sha'a itril Paro mesachek alehem umker alehem que tarnegolet. Vomer lahem kach ototav shel Elohechem. Alors quand Aaron va jeter son bâton pour devenir serpent, Paro commence à se moquer d'eux. Mukarker alehem que tarnegolet, il glousse comme une poule, quoi. Il, content, une poule qui a trouvé un ver là qui s'excite, oui, et il s'excite là-dessus sur leurs signes. Et il leur dit: ah, c'est ça les signes de votre Dieu. Benoïk shebaolam, ben adam molichin prakmatia le makom shetzrichin lahem. De façon générale, si on veut donner, on veut vendre quelque chose, eh bien, où est-ce qu'on apporte sa marchandise? Dans un endroit où on en a besoin. Klum mevi murias l'Espagna dagim lako. Est-ce que tu vois des gens qui vont apporter de la saumure en Espagne? Apparemment, c'est l'Espagne qui est le grand marché de la saumure. Ou bien des poissons à Akko, qui est un port de pêche très important. C'est pas là-bas qu'on va essayer de prétendre les épater en faisant ce signe. Einatem yodim shekol hakshafim birshutihen. Ne savez-vous donc pas que les prodiges, je les connais tous? Miyad shalach vevi tinokot mina escola. Escola, ça rappelle un mot? Escola, école. Oui? Chez la hem, vasu af hem kar. Il convoque les gosses, dans certains textes, de 4-5 ans, les enfants du Gan. Il les amène, et eux, ils sont capables de faire la même chose. Velood, el akaralishto, vastaken. Même sa femme, qui ne s'occupe pas de ce genre de truc, même sa femme, il appelle, viens leur le montrer. Et elle aussi, elle fait la même chose. Chez Neymar, Vaikra Gam Paro. Maou Gam, c'est marqué, le Paro, il fait aussi appel au. Aussi, pour inclure qui? Chez Aflishto Karavastaken. Même sa femme, il appelle, alors qu'elle, c'est pas son business de faire de la magie. Ouais. Et elle fait la même chose. Voilà. Ce qui est étonnant,
donc c'est que ce signe, il est accueilli par des rires, par des gloussements de joie. C'est un marrant celui-là, c'est un rigolo. Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous épater avec quelque chose qu'on commence déjà à connaître en maternelle? C'est assez drôle, entre parenthèses, que dès la maternelle, on faisait ce signe. Comme si ce signe, il avait quelque chose de... On verra encore. Et avec ça, Moshe pense épater les mages, il pense épater le paro, quand même assez drôle. Moi, j'entends cette histoire un petit peu différemment. C'est-à-dire que si quelqu'un vous montre un prodige qui est élémentaire, vous avez besoin de donner libre aux écoles pour que les gosses de 4-5 ans, ils vont montrer qu'ils savent faire. Tu vas demander à ta femme, qui n'est pas du tout versée là-dedans, qu'elle aussi sait faire ça. Quoi, c'est étonnant cette histoire-là. Qu'est-ce qui est étonnant? Moi, ce que je suis étonné, c'est de la part de Paro. Si vraiment c'est quelque chose de nul, on ne donne pas libre aux enfants des écoles pour montrer qu'ils savent faire la même chose. Et puis, est-ce que c'est du kavod du roi de commencer à se moquer? Il est goguenard, il regarde ça et dit, ah, c'est ça votre Dieu, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Et alors on commence à te moquer, et tu commences à glousser. Mais c'est quelque chose de très, très étonnant. Si vous lisez ce texte, à mon avis, vous vous rendez compte que Paro, il est remis en question par cette histoire-là. Comprenez? Si c'était simplement une manifestation de puissance d'Hachem qui est tellement ridicule, on ne donne pas libre aux enfants, on ne demande pas à sa femme, on ne commence pas à se moquer, on ne commence pas à faire... Vous comprenez? Il en fait tellement comme si quelque part, Paro était touché, il se rend compte de quelque chose, et quand on est touché par quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se plie, soit au contraire, on tourne ça en dérision. On va commencer à faire de l'ironie là-dessus. C'est tout. C'est ça ce qu'il sait faire. Tu veux quoi? Tu veux apporter, vendre, tu veux dans le marché mondial de la saumure en Espagne, tu veux leur montrer, tu veux vendre ça? Vous voyez, il y a quelque chose de... Alors, ça nous pose déjà un problème, mais qu'est-ce que ça veut dire ce bâton qui se transforme en serpent? Qu'est-ce que ça veut dire l'attitude de Paro qui, d'un certain côté, se moque le plus possible, mais il en fait beaucoup trop. Il en fait trop, il n'a qu'à dire, écoutez, dégagez, regardez, voilà, montre-leur qu'est-ce que tu sais faire. On n'amène pas les enfants des écoles, on ne demande pas à sa femme, on commence pas à rigoler, on commence pas à se moquer, c'est tout. Il me semble qu'en vérité, Paro réagit comme ça, par la moquerie, parce qu'il se rend compte, il se passe quelque chose. Pourquoi il se rend compte qu'il se passe quelque chose? Si vous réfléchissez. Moshe rentre, comme disent les textes, essayez de suivre, s'il vous plaît. Moshe se rend compte, et il vient avec les lions, les ours, les tigres, qui étaient censés garder le palais du roi. La garde du roi, tous les sauvages c'est des tueurs, les gens qui viennent protéger la garde rapprochée qui protège le palais, c'est des gens qui sont impressionnants. Et tu vois que Moshe rentre avec tous les lions qui lui lèchent la main, avec les lions qui l'accompagnent, qui font le beau avec lui, tous ces gardes redoutables qui l'accompagnent. Il y a quelque chose de troublant, il y a quelque chose. Et puis, je dirais que Moshe et Aaron, c'est quand même des gens qui étaient extrêmement impressionnants. D'abord, c'est des vieillards, 80 et 83 ans, disent les textes. Des gens déjà nobles. Moshe Rabbeinu, il est lumineux, c'est des personnages tellement extraordinaires. Et ils viennent représenter Hachem. Il y a quelque chose, en réalité, de très impressionnant là derrière. Il ne faut pas croire que c'est juste comme ça, un petit coup...
on va montrer de quoi on est capable, et puis un petit tour. C'est sûrement pas de ça qu'il s'agit. Et il se sent quelque part interloqué un peu, menacé quelque part. Puis, vous savez bien, quand Moshe dit « Je parle au nom d'Hachem », alors Paro lui dit « C'est qui Hachem ?» Il l'amène dans son musée. Il y a le musée de toutes les idolâtries qu'on connaissait à l'époque. Ammon, Moab, tous les peuples ont leurs idolâtries et ils ont une place, voilà, dans le Louvre. Vous voyez, le Louvre, c'était pas des tableaux qu'ils exposaient, c'était la magie, les rois, pas les rois, ni la magie, non, pas ça. Les dieux de tout ce qu'on connaissait dans l'Antiquité, ils sont dans ce musée. Il dit, mais Hachem, où il est? Alors Moshe dit, mais ton musée, c'est un cimetière. C'est des dieux que tu mets dans les boîtes, dans des catégories. Voilà, le grand dieu de Kamouche, le grand dieu de Moab. Oui. C'est des gens que tu mets en boîte, c'est pas des dieux. Le nôtre, c'est un vivant, il n'est pas dans les cimetières, le nôtre. Oui. Ça veut dire que il y a quelque chose de spécial avec Akadosh Baruch Hu. Alors tu peux rire de ça et dire, il n'est même pas dans ma collection. Je possède même pas ce timbre. J'ai tous les timbres du monde, et votre timbre à vous, votre timbre rare, mais il n'existe même pas. Vous représentez-vous une seconde le fait que on vient au nom d'un Dieu qu'on n'a jamais entendu, qui se trouve pas là, qui prétend faire des tas de choses, et Moshe Rabbeinu, qui est son représentant, il est accompagné des lions, des gardes et tout ça, et il rentre là-dedans comme si de rien n'était, il n'est arrêté par rien, et c'est des vénérables vieillards. Il y a quelque chose qui se passe, vous comprenez? C'est quelque chose d'inquiétant. Alors Paro, il doit comprendre, mais on verra après, qu'est-ce qu'il comprend là derrière? Une chose qui finalement est quand même inquiétante. Inquiétante. C'est pas normal ce qui se passe ici. Alors, il traite ça par la rigolade. C'est pas sérieux. Mais si c'est tellement pas sérieux, commence pas à rigoler là-dessus. Commence pas à te moquer. Tu les envoies balader. Tu dis, écoutez, votre truc, c'est un truc élémentaire. Ça m'intéresse pas. Tiens, qui là-dedans? Tiens, vas-y, toi, fais-le. Tu vois, tout le monde sait faire comme toi. On n'a pas besoin de donner libre. On n'a pas besoin de montrer que sa femme sait le faire. Il y a quelque part, par rapport à ce signe, dont on ne connaît pas la signification, pour le moment, il y a quelque chose de... Ça veut dire quelque chose, mais on ne comprend pas quoi. D'autant plus qu'apparemment, l'Égypte sait faire, sait très bien y faire. Le prochain Midrash, il dit la chose suivante. Oui. Si justement Paro il a vu que Moshe et Aaron ils sont entrés. Parle fort s'il te plaît parce que. Si Paro il a vu que Moshe et Aaron ils ont réussi à entrer au palais avec les animaux qui étaient à leur côté, etc. Et que pourtant devant Paro ils ont montré un miracle moins impressionnant, c'est qu'il se dit limite ils s'abaissent à moi, ils s'abaissent au miracle que moi je suis capable de faire. Et même si j'ai pas leur dieu dans ma collection, c'est qu'il doit être au-dessus leur dieu. Oh, c'est un peu rapidement dit. Peut-être il aurait dû réfléchir, mais il faut savoir qu'ici, c'est quand même, comme je vous ai dit au départ, la confrontation d'une nouvelle dimension d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, et qui menace l'Égypte. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un va menacer ton empire, tu essaies de repousser cette chose en disant mais c'est de la blague. Tu essaies de rabaisser, de ridiculiser parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme que si jamais eux, ils font mieux que toi, ouah, il se passe quelque chose. Le prochain Midrash dit la chose suivante, donc Perek Tet, le Pasuk Zayin. Amrou Yochani ou Mamré, le Moshe. Il avait deux mages exceptionnels, le Paro, qui s'appelle Yochani et l'autre Mamré. Et eux, ils déclarent à Moshe, Teven atamachnis la farim, tu veux apporter de la paille dans une étable,
ou dans un endroit où on vend de la paille, un peu, ça a l'air de ce qu'on a dit déjà avant. Tu veux vendre ta camelote, voilà. Amarlo. Et Moshe, comment est-ce qu'il répond? Le mata yarka shkol. Dans un endroit où il y a des légumes, dans le marché des légumes, c'est précisément là-bas que j'apporte ma marchandise. Regardez. Yochani et Mamré, les mages se moquent de lui. Il dit, tu veux quoi? Tu veux nous montrer quelque chose que tout le monde sait faire? Nous, on est des spécialistes mondiaux. Est-ce qu'il y a Kolam Chashfim, Birchoutien? Je les domine tous, je connais tous les trucs. Et c'est ça ce que tu veux faire? Avec ça, tu veux nous épater? Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Il dit, si tu as une bonne marchandise, où est-ce que tu dois la montrer? Chez les spécialistes. Ça veut dire, la meilleure pub que tu peux faire, c'est pas d'amener chez des sous-développés et de les épater avec un truc. Si tu as quelque chose de qualité, Yerek c'est quelque chose qu'on mange, tes veines c'est des trucs, c'est de la paille, c'est... Ouais. Si tu as quelque chose de bon, tu vas l'amener chez les spécialistes du bon. Parce que eux sauront voir la différence. Tu viens chez eux pour leur montrer que ton bâton en serpent, c'est de la bonne, c'est du solide. Oui, je ne vais pas les montrer à des gens que je vais épater, que ça n'a aucun mérite parce qu'ils ne comprennent rien. Vous, vous êtes des connaisseurs. C'est pour ça que je viens chez vous, pour vous montrer vos trucs à vous et vous écouter la différence avec ce que moi je fais. Oui, ça veut dire qu'autrefois, je crois, il y avait la voix de son maître, c'était une société productrice de disques, de musique, et il disait, écoutez la différence. C'était ça leur pub. Il dit, vous avez tous les concurrents, ils savent faire de la musique. Tous les concurrents, ils ont enregistré des orchestres, les meilleurs orchestres du monde. Mais la voix de son maître, écoutez un peu pour voir ça. Ouais? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? La suite du Midrash. Vaïvla Moshe mate Aaron et matotam. Le bâton de Moshe avale les autres. Hadaou dirtiv, c'est ça ce qui est écrit. Kol rucho yotzi kesil, vechacham beachor yeshabchena. Un stupide, quand il a quelque chose à dire, il dit tout de suite tout ce qu'il a à dire. Kol rucho, tout ce qu'il veut, il le dit tout de suite. Ça veut dire il résiste pas, il se maîtrise pas. Tous ses sentiments, il les déverse tout de suite. Tout son cœur, il te le montre. Mais le chacham, ça veut dire quelqu'un qui a de la chma, qui ne se laisse pas aller aux pulsions et aux choses immédiates. Be'achor yeshaprena, c'est à la fin qu'il rabaisse les autres. C'est très joli. Vous voyez, au départ, on vous laisse montrer ce que vous savez faire. Quand vous faites la démonstration, tout le monde chez nous sait faire ce que tu prétends faire. Chez nous, n'importe qui sait faire. Les gamins à la maternelle, ils savent faire ça. Hein? Encore une fois, je suis étonné que les gamins, ils sachent faire ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est élémentaire. Ouais. Alors, tous ils montrent ce qu'ils savent faire. Ça veut dire une fois qu'ils ont montré ce qu'ils ont montré, gamarno, tous les bâtons deviennent des serpents. Vechacham, et à Moshe Rabbeinu, beachor yeshaprena. C'est à la fin que lui va gagner. Ça veut dire quand son bâton avale les bâtons initiaux, vous voyez, les bâtons du début, peut-être que, mais je ne crois pas que les Égyptiens savaient faire dans l'autre la marche arrière et rendre de nouveau les bâtons, retransformer les serpents en bâtons, vous voyez. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sont arrivés à cela ou pas? J'en doute, mais peu importe. À la fin, une fois que toi t'as montré, maintenant je vais te montrer. Et là, tu te rends compte, puisque tu as déjà tout montré. Toi, l'abruti, tu as tout montré. Tu as déjà tout dit. Tu ne peux plus rien dire.
c'est maintenant que toi tu te rends compte que tu as tout dit, que je vais te montrer une autre chose. D'accord? Bien. C'est là qu'on en est. Question, toujours la même, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans ce bâton qui se transforme en serpent, que tout le monde sait faire, et que Moshe, il a un savoir-faire qui est beaucoup plus grand. Et puis, il faut aussi remarquer qu'à la fin de ce signe, qu'est-ce qui est marqué? Vayechezak lev paro, velo shama alem, kacher diber Hashem. Le cœur de Paro, le Paro, il endurcit son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il a très bien entendu qu'il y a quelque chose qui le menace. Mais quoi? C'est plus avec de la moquerie et de l'ironie qu'il arrive à les repousser, mais il se renforce parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre dimension. Le Zohar dit la chose suivante. Sur la paracha, il dit la chose suivante. Rabbi Chia sha'al le Rabbi Yossi. Rabbi Chia interroge Rabbi Yossi. Halou galou yadua aya lifnei HaKadosh Baruch Hu shem chashvim yocholim lasot taninim. Mais Hachem, il savait donc bien, demande Rabbi Chia, que les autres sont capables de faire la même chose. Mazot gvura lasot lifnei parotanin. Et en quoi ça consiste, cette force, cette grandeur, ce pouvoir d'arriver à faire des taninim? Amarle, Rabbi Chia lui répond, Shemisham ou atralat memshalto. C'est là-bas le début de son pouvoir. Cette histoire du bâton qui devient serpent, en vérité, c'est quelque chose de très significatif. C'est le début, la base même du pouvoir de Paro. C'est pour ça que même dans les cours élémentaires, on commence par ça. Parce que c'est ça qui était le début, l'origine de tout le pouvoir de l'Égypte. Umitrilat bemshalto hitril leilake. Et il voulait le frapper par les choses de base sur lesquelles tout repose. La vérité, c'est que on peut se demander, Aura qui aujourd'hui est, je sais pas ce que tu as pris pour ton petit déjeuner, là tu as décidé d'aller sauter dessus, mais je vais te dire, si c'est comme ça, pourquoi, je m'interroge, pourquoi ça compte pas dans les 10 plaies? On ne sait pas encore de quoi il s'agit, d'accord? Oui, certainement que le bâton de Moshe, de Aaron, là, qui avale les autres, certainement il y a quelque chose là derrière. Pourquoi c'est pas le bâton de Moshe? Pourquoi on parle toujours du bâton d'Aaron? Parce que Moshe, il a un bâton sur lequel il y avait le nom d'Hachem, avec toutes les plaies. C'est un bâton d'une telle gdoucha qu'on ne va pas le rabaisser à faire de la démonstration devant Paro. C'est pour ça qu'on prend celui d'Aaron. D'accord? Bien. Mais pourquoi ça compte pas comme une plaie? Si vraiment le Paro, il a besoin d'y résister, Vayechezak lev Paro, velo shama, et il refuse d'entendre, ça veut dire que ça lui fait mal, comme dans toutes les plaies, qu'il était agressé, et puis il résiste. Pourquoi ça compte pas comme plaie? Alors vous pouvez dire peut-être que toutes les plaies ont touché toute la population. Hein? Ici, c'est un problème un peu personnel entre Moshe, Aaron, contre Paro, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quelque chose de privé. Alors on va dire, bon, mais c'est pas une plaie qui a frappé tout le monde. Le sang, tout le monde avait affaire avec le sang, les grenouilles, etc., etc. Tout le monde a subi ça. Est-ce que c'est que pour cela qu'on va dire que ça compte pas comme plaie? Finalement, c'est quand même, peut-être ça s'est déroulé dans une enceinte privée, dans le palais du roi. Mais quand même, si ça lui fait mal, s'il sent qu'il a un sacré coup, qu'il a reçu un sacré coup, qu'il a besoin de se renforcer contre, alors on pourrait dire, les plaies qui commencent. Hein?
N'est-ce pas, mesdemoiselles? Voilà. Donc, on a ici deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire du bâton qui devient un serpent, qui est la base même du savoir-faire de l'Égypte, qui est le début même de l'entraînement, déjà où Gad s'entraîne à des choses pareilles, et que c'est un signe tellement fort. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, on s'interroge, moi je m'interroge, pourquoi ça compte pas comme plaie? Alors, le Zohar continue, et il dit comme ça. V'az samchou kol amchashfim. Quand Moshe il a fait ça, enfin Aaron, et qu'il a transformé son bâton en serpent, ils se sont tous frottés les mains. She'are hatralat hachokma, chez la nichouch, chez la hem kachou. Car en vérité, c'était le début même, c'est l'ABC de leur savoir-faire. Oui. Miyad chazar oto atanin shel Aaron le etz yavesh ou balaoutam. À ce moment-là, quand eux ils ont bien montré qu'ils savent bien faire, à ce moment-là, le bâton, le serpent d'Aaron devient bâton et il les avale tous. V'alkein tamaou veikiru chez Memshalta, chez quoi, chez Memshala Eliona Yesh Ba'aretz. Ils ont compris qu'il y a un pouvoir incroyable qui existe sur terre. Shehem chashvu she'ein milvadam ba'olam, chez le mata eize moshel sheyuchal lasot davar. Parce qu'au départ ils imaginaient qu'à part leur puissance, leur capacité, il n'y a personne qui arrive à faire quelque chose. Az vaïvla maté Aaron. Voilà, d'accord? C'est à ce moment-là qu'ils ont vu que Yesh Memshala Eliona. Ils ont vu qu'il y avait un pouvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que le leur. Je me demande, comme tout le monde, mais c'est quoi? Mais de quoi est-ce qu'on parle? On tourne autour du pot. Qu'est-ce que eux, ils croyaient qu'ici-bas, il n'y a personne qui arrive à faire comme eux. Et maintenant, quand ils voient le bâton d'Aaron, ils disent, oula, il y a un pouvoir d'en haut qui est supérieur à tout ce qu'on sait faire, on n'aurait pas cru ça. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit selon moi. Le bâton maté, c'est la guématria de quoi? Combien que ça vaut en valeur numérique? Comment? 54. Très bien. Maté, ça fait 54 comme Dan, le jugement, la loi. Un homme, quand il arrive au monde, quand il arrive dans ce monde, il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein? C'est un monde dans lequel l'homme est soumis à des lois. Il y a des règles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je dirais, le paro s'adresse aux chachamim, aux mchashfim et aux chartoumim. Comment est-ce qu'un homme, il agit dans un monde soumis à des lois? Les lois, c'est comme le bâton, des choses qui sont fixes, qu'on n'arrive pas à transformer. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire appel aux chachamim, aux mchashfim et aux chartoumim. J'explique la chose de la façon suivante. Que les chachamim, c'est les scientifiques. C'est les gens qui savent comment exploiter les données du monde pour arriver à dominer le monde. N'est-ce pas? Comment tu échappes aux lois du monde? Ben, tu les utilises grâce à la science, tu utilises toutes les règles, toutes les données, toutes les lois de la nature pour arriver à faire quelque chose, d'accord? À transformer. C'est épatant, c'est extraordinaire. On peut envoyer un bâton sur la Lune. Vous voyez? C'est formidable. Il y a les mchashfim. Les mchashfim, c'est des sorciers. Les sorciers chez Makrishim
pas Malia chez le Maala. C'est des choses qui contredisent, qui semblent contredire le pouvoir d'Hachem. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle en Kabbalah Sitra Achra, l'autre côté des choses, la Touma. Ça veut dire il y a des lois sur lesquelles on a un pouvoir parallèle et on peut faire agir un autre côté des choses. Je dirais, actuellement, on dirait à côté de la science officielle, il y a des tas de trucs paramédicaux et les sciences parallèles et les signes des mains et l'interprétation des yeux, vous savez, l'audio, je sais pas quoi, thérapie, avec les oreilles, avec la forme de... Il y a des tas et des tas de façons qui sont peut-être pas l'acupuncture, des tas de choses qui sont pas parallèles mais qui sont un vrai... On voit, il y a aussi du pouvoir là-dedans. Eux aussi arrivent à jongler avec les lois du monde en faisant intervenir des lois comme ça qui ne sont pas le corps officiel scientifique de l'université, mais ils arrivent aussi à avoir un pouvoir. Et puis, les troisièmes, c'est les Khartoumim. Les Khartoumim, c'est des illusionnistes. Vous voyez, l'ATM, ça veut dire c'est des choses qui brillent, qui ont l'air d'eux, mais qui ne sont pas. On peut réagir contre ce monde où il y a des mathés, où il y a un dîn, où il y a des règles, où il y a des lois, on peut essayer de louvoyer. Louvoyer, ça veut dire comme le serpent. Oui, on peut essayer de se débrouiller là-dedans, par la science, par des connaissances parallèles, par des médecines inconnues du public, oui, ou par l'illusion. Ça, c'est le bâton qu'on transforme en serpent. Ça veut dire qu'on se donne l'illusion de dominer un monde où au départ, c'est le monde qui nous domine, c'est les lois qui nous contraignent, et on se donne le sentiment d'arriver à se débrouiller là-dedans, de cette chose rigide qu'on ne peut pas changer. On exploite ça de toutes les façons, par la science, par les choses parallèles, les trucs inconnus, les machins qu'on ramène de Chine ou d'Extrême-Orient, ou par l'illusion, les illusions d'optique. On se donne le sentiment que cette loi rigide, en vérité, c'est comme un serpent. Mais tout ça, c'est le pouvoir d'en bas. C'est le pouvoir qui est sur terre. Et cela, c'est l'art même de l'Égypte. C'est la grandeur même de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne à cela dès les premières classes. Comment arriver à se débrouiller pour que ce maté, il devienne nachash, pour avoir l'impression de dominer une loi qui nous domine. Oui, avec les façons dont je vous ai parlé. On emploie toutes sortes de stratagèmes et de moyens pour arriver à imaginer que nous, on a le pouvoir. Mais vous savez, le paro, quand il allait faire ses besoins, il ne veut pas montrer que c'est un être humain. Il veut se faire passer pour un dieu. Il va faire ses besoins le matin au Nil. Vous voyez, comme si, en vérité, c'est quand même un être humain. En vérité, il est quand même limité. En vérité, tout son pouvoir, c'est arriver à louvoyer, à faire semblant, à se donner l'illusion de... Et comme ça, je dirais, quand Moshe et Aaron sont arrivés, il avait quelque part une inquiétude. Pourquoi ? Parce que son pouvoir sur le monde, c'est un pouvoir, son bâton, ces lois qui transforment en serpent, en vérité, n'ont pas enlevé le pouvoir de la loi. Seulement, on peut agir là-dedans. On peut utiliser, on peut transformer. Mais les lois restent les lois. Et un homme, il a des besoins, et un homme, il est limité. On peut essayer de cacher ça, on planque ça. On fait semblant d'avoir un pouvoir extraordinaire. Et toute l'Égypte, c'était ça. C'est pour ça que les écoles, ils commençaient avec cela, avec des trucs comme ça de apprends comment tricher avec les contraintes. Comment tricher, comment les utiliser. Ça peut être quelque chose de très bien. Vous comprenez ? Et l'homme a l'impression que lui arrive à dominer les lois. Moshe, tu vois son bâton à lui, il avale tous les bâtons, tous les serpents. Si Moshe, vous pouvez vous demander pourquoi c'est pas le serpent de Aaron
qui a avalé tous les serpents. Parce que si Moshe, enfin c'était plutôt Aaron qui faisait, hein, Moshe c'est lui qui présente les choses, mais par l'intermédiaire d'Aaron, d'accord? Alors, si Moshe avait simplement que son serpent avait été plus fort que les autres, on aurait simplement dit, bon, ils sont plus magiciens que nous, ils poussent les choses plus loin que nous, ils arrivent, ils ont des sciences occultes, c'est ce qu'ils disent, ah ben Moshe c'est un mage, ou c'est un magicien, ou c'est un sorcier, ben, c'est impressionnant, il est plus fort que nous. Mais quelqu'un qui est plus fort que nous, ça veut dire qu'on va s'entraîner, on va faire aussi bien. C'est une compétition, si vous voulez, quelles sont les plus grandes sciences? Oui, on va dire, si tu arrives à envoyer une fusée sur la Lune, oh, ça c'est c'est extraordinaire, autrefois on ne savait pas faire ça, c'est supérieur, le pouvoir de tel et tel, des Américains ou des Russes, est supérieur à ce qu'on connaissait avant. C'est vrai. Mais un jour, d'autres nations arrivent aussi à envoyer des hommes sur la Lune. On peut y arriver. Mais si c'est la règle elle-même, qui va avaler leur pouvoir, ça veut dire que là, Yesh Memshala Eliona, il y a un pouvoir qui vient d'ailleurs. Et c'est ça, ce que, quand le bâton de Aaron avale leur bâton serpent, oui, alors là, ils voient que la règle de Moshe, que représente Moshe, le Mophet, montrer la puissance de celui qui vous envoie, il est largement supérieur à ce que vous avez. Pourquoi? Parce que d'une loi, moi je ne transforme pas la loi, je dis simplement que on peut, Hachem il agit dans le monde comme à sa guise. Il peut faire ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ça la différence qu'il y a entre Moshe et Aaron. Vous comprenez avec ça deux choses. Que la compétition qu'il y a, c'est le pouvoir qu'on a sur les règles du monde dans lequel tout le monde se trouve. C'est la compétition qu'il y a entre Moshe et Aaron? Non, Moshe et Paro, alors je me suis trompé. Bon, pardon. Alors, c'est le pouvoir qu'on a sur la nature. Les autres ont un pouvoir, et tout leur entraînement c'est ça, comment ne pas se laisser dominer, avoir l'illusion que l'homme maîtrise le monde. Comme maintenant, vous savez, ça n'a jamais changé. L'Égypte, c'est la même chose que maintenant. Chacun imagine, oh ben moi je suis plus fort que la loi, puisque j'arrive à utiliser la loi, à transformer, à faire... Ouais, mais comme, vous savez, c'est cette règle, je crois, de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, on n'arrive pas à sortir du cadre de la chose. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée. Les données du départ sont les données. On n'arrive pas à échapper à notre condition humaine. Le monde n'échappe pas à ses lois. Sauf que tout se transforme. À l'intérieur du cadre des lois, les choses peuvent se transformer, prendre un visage nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on a dominé la loi. Donc, la deuxième chose, donc, c'est que Moshe, pourquoi est-ce que Moshe a choisi, ou Hachem lui a dit, d'utiliser le bâton en serpent? Parce qu'il veut les attaquer à la base même de leurs prétentions. Les prétentions de Paro, on domine le monde, on est les maîtres du monde. Tous les trucs, on les connaît tous. On est des grands scientifiques, on connaît toutes les sciences, même venues d'ailleurs, on connaît tous les systèmes, et au besoin, on arrive à donner l'illusion que, même si on n'y arrive pas, à faire semblant que, ça, c'est leur prétention. Pourquoi Moshe, il vient là-dessus? Parce que c'est ça la base même de tout leur pouvoir. Ils attaquent l'Égypte à la base même de leur pouvoir. Le problème n'était pas de dire qu'Hachem, il sait extraordinairement faire arrêter le soleil. Qu'Hachem, il sait faire Kriyat Yam Souf. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est pas ça qu'on visait. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a pris quelque chose qui a priori a l'air ridicule? Parce qu'il veut les attaquer dans leurs prétentions. Leur prétention, c'est de dominer le monde. Eh bien, moi, je vais te montrer une façon de dominer le monde. Hachem, il domine le monde autrement que vos trucs à vous. Vous voyez? Et c'est ça que Paro, il entend.
il dit « Oula ! Ça c'est une Memshala Eliona. Ça c'est un pouvoir qui vient d'ailleurs. Nous on connaissait ce qui se passe dans le monde, dans le cadre de la nature, on est des champions du monde. Mais on leur montre, en rentrant précisément dans ce problème, c'était ça la question de Rabbi Chia, il dit « Pourquoi Hachem, il sait très bien qu'ils savent très bien faire des tas de trucs avec la nature. Là, ils ont des choses extraordinaires. Une civilisation fantastique qu'il y avait, avec une chorma extraordinaire qu'il y avait en Égypte. Ils sont incroyables. Mais moi, c'est précisément là-dessus que je vais montrer la différence. Vous allez entendre la différence, parce que ma loi, elle est supérieure, elle transforme les choses, non pas parce qu'on s'amuse avec ça, ou on utilise, ou on fait semblant, pas à cause de ça, parce qu'Hachem, il a un vrai pouvoir sur le monde. Vous comprenez? C'est le vrai pouvoir sur le monde qui vient d'ailleurs, qui permet à Kadosh Baruch Hu de faire des prodiges. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Vous suivez? Donc c'est pour ça qu'il est précisément attaqué là-dedans. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que les mages, quand ils se sont moqués de Moshe et d'Aaron, ils ont dit, tu veux faire rentrer de la paille dans un endroit, tu veux vendre ta paille, ta camelote dans un pays où on est spécialiste, dans un endroit. La paille, c'est quoi? C'est l'enveloppe des choses, c'est pas la réalité, c'est pas de la nourriture. La paille, c'est ce qui enveloppe les choses. Oui, c'est le décor. La paille, c'est quelque chose de rien. Elle est utile, la paille, tant qu'il s'agit de protéger le grain. Et quand le grain est mûr, eh ben on se débarrasse de la paille. La paille, c'est très impressionnant, mais tu mets le feu à cela et ça brûle en 3 secondes. C'est la supériorité de Yosef sur Esav. Que Esav, ça va être comme de la paille, Asher Titfei Nouroir, qui est balayé par le vent, qui est rien. Et ce qui m'a troublé, j'ai dit, même eux-mêmes, quand ils parlent, les mages, les champions du système, ils parlent de leur système comme de la paille. Alors que Moshe va dire c'est de la nourriture. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Que eux-mêmes, au fond, ils savent que ce qu'ils font, c'est que de la paille. Vous voyez? C'est de la poudre aux yeux. Et c'est ça que Paro a tellement voulu se moquer. Pourquoi il a tellement voulu se moquer? Parce que pour lui c'est vital. Pour lui il s'agit vraiment de, surtout me montre pas qu'il y a un pouvoir plus fort que le mien. Donc on le ridiculise, on se moque, on fait de l'ironie, on lui passe d'une façon goguenarde comme ça, de prendre des choses de haut, etc. On montre tout ça parce qu'on a peur de cette confrontation. Et c'est pour cela que Paro, il a besoin de se renforcer le cœur pour arriver à... Il se renforce le cœur pour arriver à résister à quelque chose qui était terrible. Alors maintenant, vous allez me dire la question que j'avais posée en cours de route, de dire, pourquoi ça ne compte pas dans les plaies? Oui. Pourquoi ça rentre pas dans les plaies, à mon avis, pour une raison bien simple. On t'a demandé une carte de visite. Tenu lachem mofet. Montrez la puissance de votre Dieu. Eh bien c'est ça. Les choses sont posées. Quand Moshe et Aaron viennent avec cette histoire du bâton en serpent, ils attaquent le paro sur son propre terrain et ils montrent ta carte de visite, c'est quoi? À quoi vous passez votre temps? À essayer de ruser avec la nature? C'est ça votre passe-temps? C'est ça votre prétendu pouvoir? Oui? Eh bien, moi je vais vous montrer qui est côté. Qui c'est Hachem qui vous demande de sortir le peuple? De faire sortir le peuple? Qui c'est? C'est tout à fait une même Shala Eliona. C'est un pouvoir qui est venu d'ailleurs. C'est le pouvoir du Créateur sur la nature. C'est pas un pouvoir à l'intérieur de la nature, arriver à jouer avec la nature. C'est d'utiliser le pouvoir d'Hachem, de venir au nom du pouvoir d'Hachem, qui est au-dessus de la nature, qui a mis en place la nature, et qui, à cause de cela, arrive à faire tout ce qu'il veut, à jouer avec la nature, avec les lois de la nature. Donc, ça, c'est pas une plaie, parce que c'est simplement la présentation des deux camps en présence. D'un côté, Paro, qui est le champion de la prétention, de la domination de l'homme sur le monde, et de l'autre côté, la véritable
domination sur les lois du monde, elles viennent de ce bâton, de cette règle qu'Hachem a mis dans le monde, et qui, elle, est beaucoup plus forte, elle est infinie. Hachem, il fait du monde, et toutes les plaies, c'est ça qu'elles vont démontrer. Toutes les plaies vont démontrer qu'Hachem, que toutes les plaies, elles sont dues à celui qui a mis les lois en place. Pas à l'intérieur de transformer l'encens, tu n'arriveras pas. Seul celui qui a créé la vie, l'eau, il arrive à transformer ça en mort, en sang. Ça, c'est une puissance qui est venue d'ailleurs. Vous voyez? Et toutes les plaies ne vont être que le développement de cette carte de visite, des deux camps en présence. Et ça, je dirais qu'au fond, l'homme, et pas maintenant Paro. Paro, il est connu comme étant le plus grand coffre, le plus grand négationniste, le plus grand refusant, si l'on peut dire, de la puissance d'Hachem. Il ne veut pas ni Hachem. Je ne connais pas Hachem. Lo yadat est Hachem. Je ne connais pas. J'en ai rien à fiche. Je me débrouille sans ça. Vous voyez? Lui, sa prétention, c'est ce pouvoir qu'il exerce, mais au fond, il sait que c'est de la paille. Au fond, un homme, il sent que le pouvoir prétendu qu'il a, il y a de la prétention. Il y a beaucoup de choses, il fait des choses, tout se transforme. Il arrive à utiliser ce monde, il arrive à faire des choses extraordinaires, mais que dans le cadre du respect de la nature. C'est un pouvoir d'en bas. Un pouvoir, une fois que le monde est donné, c'est une donnée. Les lois, le maté, les règles qui sont posées dans le monde, l'homme a cette illusion, mais il sait très bien au fond qu'il n'arrive pas à éliminer les choses, il n'arrive pas à remonter plus haut que cela. Vous voyez? Et c'est ça, ici, la carte de visite, c'est ça ce que les Bnei Israël vont montrer au Paro. Et toutes les plaies, ça ne va que développer cela, que le pouvoir d'Hachem sur la nature, c'est pas un pouvoir à l'intérieur de la nature, et c'est ça ce qu'ils essayaient chaque fois de nier. Il dit, mais nous aussi on arrive à faire ça, mais nous aussi on peut, mais nous aussi on voit au fur et à mesure comme ils sont en train de décrocher. Ouais, ils n'arrivent plus. Un pouvoir là-dessus, oh, Etzba Elohim, oh, ça, il y a de la dimension. Et ils découvrent au fur et à mesure qu'en vérité, effectivement, le pouvoir d'Hachem sur la nature est d'un autre ordre que le pouvoir de Paro sur la nature.